Eh ben, bienvenue à tous. Donc ce soir, on va avoir toute une réflexion autour du travail que mène Arocha pour préserver la biodiversité. Ce sera introduit par Joël White, et ce sera ensuite Timothée Schwartz, qui est responsable du travail scientifique d'Arocha France, qui nous partagera quels sont les travaux d'Arocha avec le vivant. On va maintenant donner la parole à Joël, qui est membre vice-président en fait, d'Arocha France et qui est aussi maître de conférence en écologie à l'Université de Toulouse. Et Joël va nous introduire au sujet de la biodiversité. Et ensuite, on donnera la parole à Timothée, donc Timothée Schwartz, comme je vous le disais, qui est responsable scientifique d'Arocha France et qui est docteur en écologie de l'École pratique des hautes études de Paris, Sciences et Lettres. Ça fait un long titre pour une école. Et voilà, c'est lui qui va nous partager aussi le travail que fait Arocha avec le vivant. Donc d'abord, à toi la parole, Joël. Alors, merci Marine pour cette introduction. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'aller plus en détail sur le déroulement. Mais effectivement, comme Marine l'a dit, c'est surtout Timothée qui va parler ce soir. Moi, je vais faire un petit préambule sur voilà, l'effondrement du vivant, un peu quel est le constat et quels sont les principaux enjeux, à la fois pour la société et puis pour nous en tant que chrétiens. Et ensuite, on laissera la parole à Timothée. Alors, les objectifs un peu de notre intervention sont triples. La première, c'est donc qu'on aimerait vous présenter quelques éléments factuels sur le déclin du vivant. Deuxièmement, le but, c'est de vous permettre de mieux connaître ce que fait Arocha pour que vous puissiez mieux en parler également. Et puis aussi commencer à amorcer une petite réflexion sur que faire face à ce constat et comment est-ce que moi je peux agir à mon niveau. Alors, on pourrait commencer par dire que le déclin de la biodiversité, c'est dommage, c'est un peu triste, mais est-ce que c'est si grave que ça? Et je voulais vous montrer le résultat d'un sondage qui m'a pas mal frappé, qui était donc un sondage de l'automne dernier, qui a été publié dans Le Monde. Et ce qu'on observe, donc la question c'est quels sont les problèmes liés à l'environnement que vous jugez le plus préoccupant dans votre pays? Et on voit que le changement climatique et les événements extrêmes arrivent vraiment largement en tête. Et on voit que le recul de la biodiversité arrive très très loin dans les préoccupations des gens. Et j'ai trouvé ce constat un peu inquiétant parce qu'en fait, comme on va le voir très brièvement ce soir, le problème de la biodiversité, ça nous concerne tous. On a peut-être tendance à penser que c'est vraiment que ça concerne tous les pays du Sud. Et ça va avoir un impact aussi, voire plus important sur nos vies que le climat. Pour vous donner un exemple tout simple, le coronavirus là, qui nous préoccupe tant en ce moment, ce n'est pas une conséquence du changement climatique, mais c'est vraiment en lien direct avec la manière dont nos modes de consommation impactent cette biodiversité. Et d'ailleurs, je vous recommande à ce propos une excellente vidéo, on pourra vous mettre le lien dans la ressource, du Monde, qui s'appelle « Pourquoi nos modes de vie sont à l'origine des pandémies ». Par ailleurs, après, je me suis dit peut-être que la sémantique est importante. Si on avait mis effondrement du vivant, ce qui est un peu la même chose que recul de la biodiversité, est-ce que finalement la préoccupation aurait été plus importante? Alors, quelles sont les raisons à cela? Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe plus du changement climatique que du recul de la biodiversité? Il y a plusieurs raisons. Une raison plus proximale, je veux dire, commencer, c'est que les médias et les pouvoirs publics se focalisent beaucoup plus sur le climat que sur le recul de la biodiversité. Et après, du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils se focalisent plus sur le climat que sur le recul de la biodiversité? Une des raisons, c'est qu'en fait, le défi climatique, il peut être assez, pour dire les choses un peu simplement, excusez-moi, résumé en une seule mesure, qui est le taux de CO2. Et c'est assez facile de faire des prévisions et de fixer des objectifs assez clairs. Voilà, il faut tant de niveau de CO2, voilà le défi pour les prochaines années, et voilà la température que ça va donner. Alors que les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes à modéliser et à prédire pour la biodiversité. Les communautés des êtres vivants ont un fonctionnement qui est plus complexe et c'est plus difficile de faire des prévisions. Ça, c'est une des raisons. Et puis, peut-être qu'une autre raison, c'est que
pour tout à chacun, peut-être qu'on peut plus facilement imaginer un monde où il fait plus chaud, ou en tout cas les extrêmes climatiques sont plus présents, qu'un monde où il y a peut-être moins de biodiversité et on a peut-être plus de mal à comprendre comment ça va nous impacter dans notre vie de tous les jours. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne cherche pas du tout à opposer la lutte contre le climat et la lutte contre le déclin de la biodiversité, surtout qu'il y a des liens extrêmement forts entre les deux et que surtout les deux combats vont dans le même sens. Mais je pense qu'il faut, à mon avis, il faut un peu rééquilibrer le focus, notamment des médias et de l'opinion publique. Cela étant dit, le problème de la biodiversité est quand même de plus en plus mentionné et pris en compte, et en témoigne le sommet One Planet qui a eu lieu il y a 2-3 jours en fait à Paris. Alors, quel est le constat? Quel est que nous disent les données scientifiques sur le recul de la biodiversité? Alors ça, c'est un graphique qui a été compilé par l'IPBES. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est un ensemble de... Voilà, c'est une plateforme intergouvernementale qui va compiler toutes les données scientifiques qui existent. Il y a notamment des gens dans mon labo qui contribuent à l'IPBES, notamment dans tout ce qui est poisson. Et ce qu'on observe, c'est que bon, il y a eu une augmentation donc, des extinctions des espèces dans différents groupes d'animaux. Et on voit que ce taux d'extinction est en forte accélération depuis un siècle environ. Il y a vraiment, les extinctions commencent vraiment à être très, très importantes et ça s'accélère fortement ces dernières années. Et quelques chiffres en plus. Donc, vous avez entendu parler de ce chiffre, hein. On estime qu'une espèce sur 8, à la fois animale et végétale, est menacée d'extinction à brève échéance. Ça, c'est en termes d'extinction d'espèces. Si on raisonne en termes de biomasse, c'est-à-dire combien il y a d'animaux, si on les pèse tous un par un, enfin, ensemble, ça va donner la biomasse mondiale. Et bien, un autre chiffre, c'est que la biomasse mondiale de mammifères sauvages a chuté de 82% depuis la préhistoire. Donc, il y a 82% en moins de mammifères avant l'apparition de l'homme, de l'histoire moderne. Ça, c'est quelques chiffres qui font peur. Et plus près de chez nous, encore une fois, on pourrait se dire que ça concerne surtout les pays du Sud. Et c'est vrai que les principales menaces sur la biodiversité sont dans les pays du Sud. Mais on n'est pas du tout épargnés, nous, en France et en Europe. Donc ça, c'est une figure que vous avez peut-être déjà l'occasion de voir. C'est des données qui sont générées par le programme Viginature du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui montrent que différents groupes d'oiseaux sont en fort déclin, et notamment, par exemple, les espèces d'oiseaux caractéristiques des milieux agricoles. On a une perte en abondance d'environ 1% par an, ce qui est énorme. Donc, pour ceux qui sont les plus perspicaces, il ne s'agit pas ici d'une perte d'abondance. Donc, c'est pas les 33%, c'est pas combien ont été perdus depuis le début, mais c'est plus, ça correspond à la pente de la courbe de régression. Ça vous parle un peu. Et puis, donc voilà, il y a vraiment une perte d'abondance très forte des oiseaux en France. Et puis ça, c'est un graphique qui montre la perte de biomasse en insectes. Donc ce sont des gens qui ont fait des relevés d'insectes, qui ont pesé tous les insectes qu'ils ont pu collecter dans leur filet des mois de mai à octobre. Ils l'ont fait en 89. Et ensuite, ils l'ont refait 24 ans plus tard et ils ont observé donc une chute de près de 80% de cette biomasse en insectes. C'est un peu le syndrome du pare-brise. J'avais peut-être entendu parler de ça, le fait que maintenant, quand on roule, nos pare-brises sont quasi intacts, alors que les anciens, peut-être comme Paul, pouvaient nous dire qu'il y a 24 ans, les pare-brises étaient couverts d'insectes. Alors, parlons maintenant des causes. Il y a 5 grandes causes qui ont été identifiées par l'IPBES justement pour expliquer cette érosion de la biodiversité. Les espèces exotiques envahissantes, le changement d'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe, les changements climatiques et la pollution. Et donc là, je vais vous poser une petite question. À votre avis, donc, quel est le facteur principal qui explique l'érosion de la biodiversité
sur Terre. Alors, Marine, est-ce que tu peux lancer du coup il y a un petit quiz là, normalement, vous allez pouvoir répondre à un QCM. Alors, malheureusement, Alors, est-ce que ça va fonctionner? malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, j'avais vérifié que ça fonctionne. Est-ce que, Jean-François, tu peux essayer de cliquer sur l'icône sondage pour lancer le sondage? Je viens de te passer animatrice, ça sera peut-être Ah, parce non, que mais j'ai jamais fait ça. je viens de lancer le sondage, moi, de mon côté. Ah, d'accord. donc c'est bon, apparemment la fenêtre apparaît. Donc répondez à tout, enfin, que chacun réponde. Ceux qui ont fait la semaine ambassadeur, normalement, vous devriez savoir. Donc ça, c'est aussi une manière de voir si vous avez bien retenu ce dont on avait parlé cet été. Il faut que tu cliques jusqu'au bout, Paul, pour pouvoir lancer le sondage. Ben non, parce que j'ai comme bouton, j'ai mettre fin au sondage. Alors, je pense pas que c'est ça, ce sur quoi je dois cliquer. Non, mais je vois des réponses, hein, les curseurs bougent. D'accord, ok, bon bah super. Moi, j'ai pas reçu par contre. On expérimente un peu la fonctionnalité sondage dans Zoom. Bon, et donc là, finalement, tout le monde voit le résultat en direct, non? Donc ça peut peut-être influencer les réponses. Un moment de... On voit pas les résultats en direct. Hein. Ah, oui. Ah d'accord, ben moi je vois le résultat. On clique Moi aussi, et puis moi on aussi. valide et puis après. Donc il y a juste 4 personnes qui n'ont pas voté, je crois. On y est presque. Ceux qui sont co-animateurs ne peuvent pas voter. Ils sont pas là. D'accord. Ah ben voilà. Et ben parfait, du coup, moi j'ai un résultat. Alors comment est-ce qu'on affiche le résultat du sondage? Mettre fin au sondage. Paul, Là, tu peux mettre c'est fin au fait. sondage. Partager les résultats. Partager les résultats, voilà. Donc est-ce que tout le monde voit le résultat? Donc on a 4% qui disent que c'est la pollution qui est le facteur principal dans l'érosion de la biodiversité, 13% qui disent que ce sont les espèces exotiques envahissantes, 57% le changement d'utilisation des terres et des mers, 0% le changement climatique. Alors ça, peut-être que j'ai trop fait le forcing pour remettre la focale sur l'érosion de la biodiversité. Et 26% sur l'exploitation directe. Eh bien, 57% d'entre vous ont raison. Donc, je passe à la diapo suivante, normalement. Voilà. Donc, en fait, près de... Alors, c'est estimé grâce aux données qui sont compilées, mais environ 33% des causes d'extinction de la biodiversité sont dues à des changements d'utilisation des terres et des mers. En deuxième position, l'exploitation directe. Donc ça, c'est quand on prélève des organismes dans l'environnement, et ça concerne principalement les écosystèmes marins, bien évidemment. Et ensuite, mais loin derrière, donc ces deux causes constituent la moitié des situations de perte de biodiversité. On a ensuite changement climatique, pollution et espèces exotiques envahissantes. Et ensuite, on a un autre bout du camembert qui sont des autres causes. Et juste du coup, pour se focaliser sur le changement d'utilisation des terres et des mers, il s'agit surtout en fait de zones qui sont déforestées, notamment dans les pays du Sud, à des fins de grandes cultures. Donc là, on a l'exemple de l'huile de palme, mais on peut aussi penser à la plantation de soja en Amérique du Sud, etc. Et on pourrait se dire que c'est inévitable en fait que les populations dans les pays du Sud augmentent et qu'il faut bien que les gens se nourrissent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent pas de l'agriculture vivrière qui est la cause de cette perte de biodiversité, mais bien des grandes multinationales qui répondent à une demande des consommateurs occidentaux. Et donc, par exemple, la transformation de la forêt amazonienne en plantation de soja, elle est directement causée par la surconsommation de viande en Occident. C'est pareil pour l'huile de palme. Autrement dit, c'est nous qui sommes la cause principale de l'érosion de la biodiversité, et même dans les pays du Sud. Ça, il faut bien le retenir. Et puis ça, c'est peut-être un schéma il y a plein de flèches dans tous les sens, mais c'est relativement simple. Ça va reprendre les 5 facteurs principaux de changement de la biodiversité. Et en fait, ça, c'est dû à une demande croissante en nourriture et une demande croissante en énergie. Alors, bien évidemment, la démographie augmente, la population mondiale augmente, mais ce qui est le plus inquiétant, je trouve, ou qui est le plus marquant, c'est que la consommation par habitant, elle, a augmenté de 15%
depuis 1980. Et c'est surtout drivé par le monde occidental. Donc, c'est-à-dire que, enfin, je n'ai pas l'impression qu'on vivait de manière frugale en 1980. Mais voilà, je pense que ça illustre bien l'avidité du cœur de l'homme de toujours vouloir plus. Et c'est ça, finalement, qui est en grande partie la cause de la perte de la biodiversité. Alors maintenant, on peut regarder un peu les conséquences de cette perte. Et comme peut-être vous le savez, la biodiversité a un grand nombre de bénéfices pour l'humanité. Alors, je vais juste en citer quelques-uns parce que voilà, le but, c'est pas que je parle trop, mais vraiment laisser la parole. Joël, il y a une question. Il y a Oui. une question aussi dans le chat. Tu veux répondre aux questions à la fin ou tu prends au fil? Ce que je propose, c'est que je termine et puis on répondra aux questions peut-être tout à la fin. Donc, je termine ensuite, si ça vous va. Hein. Et ensuite, Timothée fera son exposé et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Est-ce que ça convient à tout le monde? J'ai pas de réponse, j'imagine que oui. Ça fonctionne. Oui, Marine, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que c'est bon, ça marche ça marche. Ok, ça marche. Donc là, un des principaux bénéfices pour l'humanité, c'est bien évidemment la production d'oxygène. Hein. Donc, ce sont les êtres vivants qui produisent l'oxygène et les forêts. Et on sait qu'une forêt plus diversifiée va séquestrer du carbone de manière beaucoup plus efficace qu'une monoculture, par exemple. Un autre service, on appelle ça des services écosystémiques en fait. Mais un autre bénéfice apporté par la biodiversité pour l'homme, c'est par exemple la pollinisation. Il faut savoir que 75% des cultures dépendent directement de la pollinisation. S'il y a plus d'insectes, notamment les pollinisateurs sauvages qui ont un impact beaucoup plus important que ce qu'on pense, on a tendance à penser aux abeilles domestiques, mais c'est qu'une toute petite partie. Eh bien, il y a plein de cultures qu'on ne pourrait pas avoir de culture alimentaire qui ne sera pas possible. Il y a bien sûr la régulation des maladies. Donc, le cas du coronavirus l'illustre parfaitement. Hein, c'est vraiment lié directement à la chute de biodiversité. Les écosystèmes et la biodiversité peuvent servir de tampon contre les événements extrêmes, notamment, par exemple, après le tsunami qui a eu lieu, alors c'était quoi, en 2004, je crois, enfin, peut-être dans l'année, ils ont remarqué que les zones où on avait enlevé les mangroves étaient beaucoup plus affectées. Les villages étaient entièrement rasés, alors que là où il y avait encore des mangroves, eh ben, ils s'en sortaient beaucoup mieux. Il y a aussi les fonctions de détoxification et de filtration de l'eau, notamment dans les zones humides, et ça peut-être Timothée pourra nous en parler plus, parce que la vallée des Baux est typiquement une zone humide. Et puis, on pense aussi, il y a aussi un autre niveau de biodiversité auquel on pense assez peu, c'est toute cette biodiversité des micro-organismes, et notamment dans le sol. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un appauvrissement, une perte de biodiversité très importante dans le sol, due à l'agriculture intensive. Et ce sol va perdre sa capacité à avoir cette bonne productivité, un bon rendement. Et ça, c'est un problème assez grave. Et l'IPBES, en fait, encore une fois, donc ça c'est juste quelques exemples, a vraiment note que tous ces services écosystémiques sont en déclin. Et donc, en fait, l'avenir n'est pas très, très radieux, mais ça vous le saviez peut-être déjà. C'est-à-dire qu'avec cette perte de biodiversité, la vie sur Terre va vraiment être beaucoup plus dégradée et beaucoup plus difficile. Et donc, pour résumer un peu cette partie-là, c'est Jamison Ervin, donc, qui est directeur de l'UN, donc c'est le programme de développement de l'UN, enfin de l'ONU, qui dit que les bénéfices pour l'humanité sont incalculables et que le coût de l'inaction est impensable. Alors maintenant, arrivons-en peut-être à ce qui nous intéresse le plus. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent-ils se préoccuper de la biodiversité? Et j'ai mis entre parenthèses, pourquoi plus que les autres? Eh bien, pour dire les choses très rapidement, parce que voilà, je ne suis pas un théologien et je n'ai pas non plus envie de prendre toute la parole ce soir, mais j'aurais envie de dire, donc, pour obéir aux deux principaux commandements de Jésus, le premier, aimer son prochain. Comme on a vu, l'humanité souffre des conséquences du déclin du vivant, et notamment les plus pauvres. Donc, en protégeant cette biodiversité, on aime son prochain. Ça, on en parlait juste avant. Mais j'ai presque envie de dire que le plus important, c'est pour aimer Dieu. C'est-à-dire que la biodiversité est l'œuvre de Dieu et elle nous révèle tellement de choses sur qui il est, sur sa grandeur et son incroyable et merveilleuse complexité. Je ne sais pas vous, mais enfin moi, plus je passe de temps à
observer la nature et à voir la diversité des espèces, etc., plus je me dis que Dieu est, enfin, le génie créateur de Dieu est incommensurable. Et c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez quand vous regardez des documentaires animaliers. Il y a vraiment ce facteur waouh, comment il a pu créer toute cette complexité, ces comportements incroyables, etc. Un autre élément, et ça je remercie David Nussbaumer parce que c'est lui, avec lui qui avait soulevé ce point, c'est que la biodiversité a de la valeur aux yeux de Dieu, indépendamment de l'homme. Et la Bible, notamment dans le psaume 104, témoigne de la relation spéciale que Dieu peut avoir avec ses créatures non humaines et indépendamment de l'homme. Donc il y a vraiment, voilà, Dieu a vraiment cette relation spéciale avec sa biodiversité. Et donc on se doit de la protéger. Et bien sûr, il nous a donné un mandat spécifique et une responsabilité. Comme le dit Genèse 2, hein, garder et nommer. Et juste l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que ce que cette partie dit, c'est que Dieu nous invite non seulement à prendre soin de la création, mais aussi à l'observer et l'étudier. C'est pas juste la protéger, mais juste voilà, l'étudier, l'observer. Eh bien, ça va vraiment nous révéler beaucoup sur elle. Donc voilà, j'ai terminé. Et je vais maintenant laisser la parole à Timothée. Et ensuite, on fera des petits temps en petits groupes pour discuter de différents aspects. Et je passe la main à Bonsoir à tous. Timothée. Donc, tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je connais pas grand monde finalement. Première fois de mettre aussi un visage aussi sur certains noms que j'ai déjà vu passer. Voilà, Marine m'a présenté. Hein. Donc, j'ai un jeune ancien à Rocha. Ça fait bientôt 13 ans que je suis salarié de l'association. Et donc, je suis très récemment diplômé d'un doctorat en écologie. Donc, à ce niveau-là, j'ai un titre un petit peu ronflant, mais c'est vraiment tout frais. Hein, ça date du mois d'octobre. Donc, ce soir, je voulais donc vous présenter notre travail dans l'étude et la protection de la biodiversité à Rocha, France. Et donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà tous bien Arocha. Je vais essayer de faire passer les diapos, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Hop. Vous les voyez passer là? Non. Oui, c'est bon. D'accord. Bon. Timothée, si tu fais CTRL-L, tu seras en plein écran. Ok. Normalement. D'accord. Voilà. Donc Arocha, c'est quand même c'est effectivement une ONG chrétienne. Je pense que c'est un point qui nous rassemble tous ce soir. Mais c'est aussi son originalité, c'est d'être une ONG chrétienne de conservation de la nature, ce qui la rend un petit peu unique en son genre. Donc ce soir, je vais présenter qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas pour Arocha France, d'être une ONG de conservation de la nature. Alors déjà, si vous connaissez Arocha, vous savez que conservation, c'est un des 5 C qui constituent nos valeurs. Sur tous les sites internet de tous les Arochas du monde, il y a écrit que la conservation consiste à fait qu'à Arocha, nous entreprenons des études scientifiques pour la conservation et la restauration de l'environnement, et nous établissons également des programmes d'éducation à l'environnement dans les divers pays où nous sommes présents. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu plus précisément en quoi ça consiste en France. Et je vais utiliser pour ça, en fait, 5 verbes, 5 éléments qui, pour moi, je pense, structurent notre travail de conservation de la nature. Donc, qui consiste à connaître, comprendre, protéger, restaurer et partager. Alors, il y aurait d'autres façons de présenter notre travail, mais c'est le choix que j'ai fait ce soir. Voilà. Puis si vous avez des questions complémentaires, ce ne sera peut-être pas exhaustif, donc n'hésitez pas à la fin de ma présentation. Alors, connaître, donc on voit pas très bien le verset, mais effectivement, comme l'a dit Joël, Dieu, l'une des premières missions qu'il a confiées à l'homme, c'est de donner des noms tous les êtres, tous les animaux. Et c'est un peu la première action scientifique de l'homme, en fait,
chercher des noms pour tous les animaux qui l'entouraient. Et ça montre en fait l'importance et la mission qu'a l'homme en fait de connaître le reste de la création de Dieu. Donc c'est sur ça qu'on s'appuie pour mener différentes études qui nous permettent de mieux connaître la biodiversité aux endroits où on travaille en France. Et on mène en particulier ce qu'on appelle des inventaires. Donc des inventaires, ça consiste en fait à faire des listes d'espèces, dans un groupe d'animaux particuliers ou de plantes. Donc par exemple, ça nous conduit à faire des actions comme inventorier les libellules qui vivent dans les marais des Baux. Donc ces marais des Baux sont au cœur de la vallée des Baux, le site où on est implanté depuis le plus longtemps en France, qui se situe dans la région d'Arles. Et voilà, je vous en parle un petit peu plus après des résultats. Une autre type d'action pour connaître, c'est par exemple de décrire ce qui se passe. Donc par exemple en 2003, dans la vallée des Baux et dans toute la région d'Arles, on a eu un énorme épisode d'inondation exceptionnel, dont certains ont peut-être entendu parler. Et pendant 6 mois, en fait, toute la région d'Arles a été restée sous les eaux. Et à cette époque, donc mon prédécesseur François Hatton a passé un bon moment à cartographier, à décrire tout le processus d'inondation du secteur et puis ensuite d'assèchement progressif de la vallée des Baux, ce qui a permis de mieux connaître et mieux comprendre ce site naturel et de mieux connaître les enjeux. Alors connaître, donc ça peut être aussi dénombrer, donc par exemple savoir combien d'individus d'une espèce sont présents à un endroit donné. C'est ce qu'on fait par exemple avec ce papillon qui s'appelle la diane. C'est un papillon protégé qui a besoin d'une plante haute particulière et qui fait une seule génération. Alors ça veut dire qu'on le voit à un moment très court de l'année. Et on veut savoir en fait combien il y en a sur un espace donné, ce qui peut ensuite nous aider à savoir comment l'aider et quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer. Donc quelques résultats rapidement là en chiffres de nos actions de connaissance. Donc par exemple, on a dénombré plus de 50 espèces de libellules dans la vallée des Baux. Alors c'est pas anodin, 50 ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est tout simplement l'un des sites les plus riches d'Europe en termes de diversité de libellules. C'est plus de la moitié des espèces qu'il y a dans toute la France qu'on peut trouver dans ce petit territoire. On a aussi trouvé plus de 750 espèces de plantes, plus de 220 espèces d'oiseaux. Spécifiquement dans le marais de Lilon, qui est un peu au cœur de cette vallée des Baux, on a pu recenser que plusieurs millions d'hirondelles viennent en fait s'y arrêter en migration avant de continuer vers l'Afrique à l'automne, où on a aussi par exemple dénombré une population de 150 tortues cistudes, c'est des petites tortues rares et protégées qui vivent dans ce marais-là. Et sur l'autre site que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle donc le domaine des Courmettes, où on travaille depuis 2008, donc on a recensé plus de 90 espèces de papillons. Là aussi, c'est une grosse diversité. Plus de 130 espèces d'oiseaux et 14 espèces de reptiles. Alors connaître, ça suffit pas toujours pour protéger la nature. Il faut aussi comprendre. Donc par exemple, comprendre d'où viennent les problèmes que rencontre une espèce ou un milieu naturel et comprendre ce qui aide ou au contraire ce qui peut nuire à la faune et à la flore, donc à la biodiversité. Et voilà, donc je cite notamment l'Épître aux Romains qui nous invite justement à comprendre, à regarder la création de Dieu, ce qui nous raconte notamment la violence et la magnificence du travail du Créateur. Alors, c'est pour mieux comprendre que nous menons donc de nombreuses études scientifiques, comme par exemple l'étude de la migration des passereaux et des hirondelles. En particulier, donc on fait des activités ce qu'on appelle de bagage. Donc on capture les oiseaux pendant leur migration pour leur mettre des bagues aux pattes, ce qui nous permet en fait de les retrouver, comme vous pouvez voir sur la carte là qu'on a un petit à droite. En fait, c'est tous les endroits où des hirondelles qu'on a baguées au marais de Lilon se sont déplacées. Donc vous voyez par exemple
grâce à cette activité, on a pu voir que les millions d'hirondelles qui passent par les marais des Baux viennent en fait d'un territoire assez étroit qui se situe donc en Allemagne et en Scandinavie. Et elles peuvent aller au Nigeria pour hiverner. Voilà tout ce que cela nous permet de comprendre. Donc, avec cet exemple des hirondelles. Une autre étude qu'on a menée, c'est par exemple l'étude de la stratégie de déplacement du lézard osselet. Donc, c'est un lézard énorme qui peut faire 70 cm de long et qui vit dans le sud de la France. Et dans le cadre de ma thèse, là, j'en ai équipé quelques-uns avec des balises GPS pour connaître leur déplacement et voir notamment si ils étaient perturbés par des aménagements qu'on mettait pour les favoriser. Donc là, en bas à droite, vous voyez un exemple de carte de déplacement d'un lézard osselet et on a trouvé par exemple qu'il se déplaçait beaucoup plus que ce qu'on pensait ou ce qui était décrit dans la littérature, ce qui peut aussi avoir des implications dans les mesures de protection qu'on met en œuvre pour lui. Et un autre exemple, c'est un peu notre emblème à Rochat France, c'est l'étude du rôlier d'Europe. Donc c'est une étude qu'on mène depuis bientôt 20 ans. C'est un oiseau qui est particulièrement abondant dans la vallée des Baux. Et depuis quelques années, donc je mène une étude pour étudier sa migration. Et j'en ai équipé quelques-uns avec des balises Argos. Donc vous avez entendu parler sans doute. Hein. C'est des balises satellites qu'on peut accrocher aux animaux, mais aussi aux bateaux. Hein. C'est pas uniquement fait pour les animaux, pour suivre les déplacements et pouvoir retrouver partout dans le monde. Et ils font des balises qui sont miniaturisées, qui font moins de 5 grammes, qu'on peut poser sur des oiseaux comme le rôlier, ce qui nous permet donc de les suivre en Afrique du Sud. Là, vous voyez, ça, c'est une carte que j'ai téléchargée hier. Donc actuellement, on a un rôlier qui est équipé et qui passe l'hiver là au Botswana. Voilà. Alors, connaître, comprendre, ça peut nous aider à mieux protéger cette nature qui nous entoure et ça fait partie donc de notre mandat de garder la création de Dieu, le mandat initial hein, avant la chute. Et ce mandat de protection, donc il s'appuie vraiment sur la connaissance et nous on le met en œuvre avec notamment la gestion du domaine des courmettes. Donc c'est un domaine qui fait 600 hectares que nous protégeons de l'urbanisation par notre présence, par la gestion que nous y faisons, les activités de protection de la nature, aussi le maintien d'une activité agricole et l'organisation aussi de la fréquentation et des activités qui y sont liées. Donc tout cela dans l'objectif principal de préserver la biodiversité présente sur ce site. Alors on fait aussi de la protection au niveau de la vallée des Baux. Et là, on voit directement le lien avec la connaissance parce que grâce à tous les inventaires et les études qu'on a menées, en fait, on a pu mettre en évidence la richesse de la biodiversité de ce site au début des années 2000, ce qui a conduit au classement de ce site, d'abord en tant que zone Natura 2000 et après inclus dans le parc naturel régional des Alpilles. Et enfin, ça a conduit à la création d'une réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle de Lillon. Donc voilà, c'est directement grâce à les actions de connaissance qu'on a pu protéger ces milieux-là. Alors, on va aussi agir directement pour la protection de certaines espèces, comme celle que vous voyez là sur ces photos, notamment le lézard osselet qu'on a déjà vu, le rôlier, mais aussi les tortues cistudes ou ce crapaud au milieu qui a le nom assez barbare de Pelobate cultripède. Et pour ça, on intervient notamment comme expert pour créer ce qu'on appelle des plans nationaux d'action. Donc, on y contribue soit pour les rédiger, mais aussi pour les mettre en œuvre. Donc, c'est des plans nationaux d'action qui sont menés au niveau national, mais ça peut être aussi des plans internationaux d'action, comme pour le rôlier d'Europe, qui vont lister en fait des actions à mettre en œuvre pour mieux protéger des espèces en particulier, des espèces qui sont donc menacées. Et donc, le quatrième point que je voulais partager ce soir, c'est au-delà de protéger, on travaille aussi à restaurer. Donc, pour moi, restaurer, c'est redonner la place, la biodiversité, c'est la gérer d'une manière qui lui permet de se développer. Et à mon sens, c'est aussi contribuer à la réconciliation
que je pense nécessaire entre l'homme et toute la création. Et pour moi, c'est le prémisse à l'établissement du royaume de Dieu. Donc là, vraiment, la restauration, c'est en soi, après, comment on l'a fait, c'est toute une question, mais le principe de la restauration, pour moi, il est complètement dans notre mandat de chrétien au quotidien. Et concrètement, donc, au niveau de nos activités, ça se concrétise par exemple avec la pose de nichoirs. Donc, ce sont des nids artificiels qu'on va installer pour compenser la disparition d'un habitat naturel. Par exemple, le rôlier d'Europe, il ne construit jamais son nid, mais il utilise des cavités qui sont déjà présentes. Et lorsqu'il en manque, en mettant un nichoir, on peut l'aider à se reproduire et donc favoriser sa survie. Et donc, on a énormément de nichoirs et actuellement, on en entretient plus de 100 juste pour cette espèce-là. Et nos actions, ça a vraiment permis d'augmenter la population de rôliers sur lesquels on est intervenu. On a aussi planté aussi des haies. Donc ça, c'est d'autres actions très concrètes où on va donc recréer des corridors écologiques, donc des couloirs pour la biodiversité entre différents espaces. Et on a ainsi participé à la plantation de 7 km de haies dans le massif des Alpilles récemment. On travaille aussi, par exemple, à l'ouverture de certains milieux naturels et à leur entretien, que ce soit au Courmette ou dans la vallée des Baux, en travaillant notamment avec des bénévoles ou des lycéens, des étudiants, ou aussi en travaillant avec des éleveurs pour faire intervenir du pâturage. Et ça permet de maintenir aussi une certaine biodiversité sur certains milieux, qui, sans cette gestion, en fait, disparaîtrait. Et là, on voit aussi le lien entre la gestion faite par l'homme et la biodiversité d'un site qui peut être, dans certaines situations, qui peut vraiment bien s'accorder dans certains cas. Et donc tout ça, ça nécessite bien sûr la rédaction ça se fait pas comme ça à l'aveugle, ça nécessite la rédaction de plans de gestion, la réflexion, la rencontre de partenaires, c'est aussi des relations humaines. Ça s'appuie donc évidemment sur la connaissance, sur la compréhension des écosystèmes, de l'écologie des espèces. Donc enfin, le dernier verbe que je voulais partager avec vous ce soir, c'est donc le verbe partager. Et voilà, c'est une façon donc de rendre gloire au Créateur en partageant au reste de l'humanité combien il est merveilleux et combien il fait les choses belles. Et on en profite donc pour partager tout ce qu'on fait et tout ce qu'on trouve, partager notre émerveillement, notamment. Donc, pour ça, on mène des actions d'éducation à l'environnement, par exemple avec Colline au Courmette, que vous avez peut-être déjà rencontré, si vous étiez à la semaine ambassadeur, je pense. Et donc, on en fait aussi quelques-unes des sorties nature dans la vallée des Baux. Et on essaye de travailler avec de plus en plus de monde pour les sensibiliser à toutes ces problématiques. On a aussi des colloques et des conférences auxquelles on participe ou qu'on organise, notamment pour ma part sur le rôlier d'Europe, puisque c'est un petit peu mon dada, on va dire, mais pas uniquement. On a bien sûr des outils qu'on utilise pour diffuser tous ces messages, comme notre site internet, notre page Facebook, les emails, vous avez reçus pour les ambassadeurs, notre newsletter, etc., qui vise vraiment tous les publics. Et de façon un petit peu plus spécifique, on a aussi des publications scientifiques. Donc là, voilà quelques exemples de publications que j'ai écrites ou auxquelles j'ai contribué, moi ou mon prédécesseur, qui valorisent en fait les résultats de nos études. C'est aussi avec, par exemple, des rapports de stage, des rapports d'études qui sont diffusés soit directement par nous, soit par nos partenaires. Donc voilà, en résumé, connaître nous aide à comprendre et comprendre, c'est nécessaire pour mieux protéger et ensuite pouvoir restaurer la biodiversité. Alors, c'est pas spécialement un enchaînement linéaire, c'est pour ça que j'ai mis des flèches un peu dans tous les sens là sur ce schéma conceptuel. J'aime bien les schémas conceptuels. Et enfin, donc on cherche à partager tout cela de différentes manières.
Donc, voilà un petit peu un résumé rapide de toutes nos actions qu'on mène en France. Donc, je précise bien que c'est les actions d'Arosha France. Chaque Arosha dans le monde mène des actions différentes. Pour ça, donc, on a une petite équipe de conservation qui est constituée actuellement de moi-même et de Colline, donc, qui est elle basée au Courmet. Et on s'appuie sur l'aide de plusieurs services civiques, des volontaires européens, aussi des stagiaires. Donc, j'encadre entre 3 et 5 stagiaires par an. Et on a aussi un réseau de bénévoles qui nous aident pour mener à bien des actions de restauration notamment. On a des partenaires avec lesquels on travaille, par exemple évidemment les éleveurs des Courmettes, mais aussi les propriétaires privés dans la vallée des Baux, des partenaires publics comme le parc des Alpilles, le parc de Camargue, le parc des Préalpes d'Azur, l'ONF, des associations comme les conservatoires d'espaces naturels, aussi des centres de recherche comme le CNRS, la Tour du Valat, des lycées comme le lycée agricole de Saint-Rémy avec lequel je fais de nombreuses interventions sur le terrain et des fois des entreprises comme Voies navigables de France. Voilà, quelques partenaires et qui financent avec différentes sources de financement pour notre travail, notamment des subventions qui financent quelques actions, notamment via l'Adréal, des fois l'Europe ou la région, des conventions financières parfois, quelques contrats et puis aussi beaucoup de dons. Alors, je voulais finir juste par vous dire que si vous voulez vous impliquer dans ce travail-là, il y a plusieurs façons de faire. Je voudrais déjà dire quand même que donc c'est notre travail à Arosha, mais que vous soyez sympathisant d'Arosha ou non, vous pouvez déjà vous investir au niveau local, que ce soit avec des associations autour de chez vous. Que ce soit juste en faisant des choses dans votre jardin. Là, on peut peut-être vous donner des conseils. Vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Mais on peut aussi vous aider pour ça. Vous pouvez bien sûr nous visiter dans nos centres, au Courmet, aussi dans la vallée des Baux. Et on attend aussi, bien sûr, du soutien financier pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à nous soutenir financièrement. Et évidemment, vous encourage à nous soutenir dans la prière pour toutes ces actions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis donc j'attends vos questions. Merci beaucoup Timothée et merci Joël aussi. Et je vais peut-être conclure en prière, mais avant ça, déjà vous remercier pleinement d'être là. C'est vraiment chouette de démarrer l'année comme ça. Remercier aussi en particulier Timothée et Joël pour leurs interventions et puis Rachel aussi pour sa méditation et toute l'équipe qui travaille à ça. Je vois des pouces levés, et bravo tout le monde. Et je vais prier pour conclure.